Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui on va parler du film français Rester vertical d'Alain Guiraudy, sorti le 24 août 2016. Un film plutôt perché, on en a parlé avec Arnaud et Yann. J'aimerais tout d'abord vous remercier ou remercier les personnes qui ont pris un petit peu de temps pour aller sur iTunes et mettre quelques notes parce que vous avez été super sympa. Vous êtes probablement pour la moitié des gens qu'on connaît, mais les autres je ne les connais pas. En tout cas, ils m'ont pas dit qu'ils l'avaient fait, donc c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis n'oubliez pas, voilà, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, des questions de cinéma à poser, fin de séance @gmail.com ou alors sur Twitter, Instagram, etc. Tout est noté de toute façon dans le descriptif de l'épisode, de chaque épisode. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans ce descriptif, il y a pas mal de minutages qui ont été rajoutés. Pourquoi ? Parce que c'est un petit changement de structure des fins de séance qu'on a pu opérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir une petite section news de ciné où on va parler des dernières choses qu'on a pu lire, entendre, ou alors des dernières bandes annonces qu'on a pu voir et qui nous donnent envie pour les futures sorties. Puis une petite critique sans spoiler du film dont on va parler principalement. Donc là, en l'occurrence, Rester vertical, et ce sera pareil pour tous les futurs épisodes. Suivi d'une petite rubrique où on parlera des films qu'on a pu voir, alors que ce soit les autres films ciné qui étaient sortis plus ou moins au même moment, ou alors même ce qu'on a pu regarder sur Netflix ou les Blu-ray qu'on s'est mis dernièrement, parce que je trouvais ça assez marrant que vous puissiez savoir qui nous sommes au final, en fonction de ce qu'on aime bien re-regarder, ou en tout cas tester chez nous. Et enfin, une petite analyse de l'histoire du film dont on va parler, mais donc full spoiler, c'est-à-dire que là on n'a pas peur de vous raconter toute l'histoire, donc c'est en général, j'imagine, plus pour les gens qui ont déjà vu le film, ou alors si vraiment vous en foutez de savoir de quoi ça parle dans le détail et que ça vous intéresse de nous entendre dire des conneries. Voilà, je crois que j'ai tout dit et je vous souhaite un bon épisode. Il se considère lui-même comme le Viagra des franchises. Je sais pas si t'as déjà entendu, Non. tu l'as déjà entendu dire ça. Non. Parce qu'en fait, en gros, dès que ça commence à être dans le déclin pour les Fast and Furious, pour les trucs comme ça, hop, c'est quoi ? On va appeler The Rock, il va tout pump up, tu vois. Il me tarde qu'il arrive dans l'univers d'ici alors. Hein. Ouais, dans Star Wars aussi. Ah bah oui, et il est censé en plus, il va jouer Black Adam. Non. Ah mais tu savais pas ? Non, je savais et pas. Tu sais que ça c'est un projet genre depuis 1000 ans, il voulait absolument faire un film Shazam, et je crois que ça va sortir en 2019, et il va jouer donc le méchant dans le film Shazam. Et ben voilà, c'est formidable. Et il semblerait qu'il ait les mains mises sur la production du truc, donc ouais, peut-être que ce sera le seul film bien de DC, hein, je sais pas. Cela dit, dans l'article que tu nous as envoyé sur les acteurs les mieux payés, je remarque qu'il y a de plus en plus de stars étrangères. Ouais, complètement. Il y avait deux Indiens, je crois, Shah Rukh Khan et je sais plus qui. Ashkaran, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ashkeran, pardon. Et puis Jackie Chan, ce qui prouve. Ouais, Jackie Chan, numéro 2. On en parlera dans l'épisode Blockbuster, mais ce qui prouve que la suprématie hollywoodienne est un peu vacillante en ce moment. Ouais, oui, enfin, tu veux dire, mais aussi, est-ce que ça montre pas juste qu'on sait pas qu'au final, il y a d'autres cinémas qui sont aussi extrêmement fournis financièrement, et c'est juste qu'on n'est pas au courant parce que malheureusement, en France, on en a pas beaucoup, quoi. Non ? Ouais, enfin, mais même au-delà de ça, tu sais que en 2016, c'est la première année où le box-office chinois a rapporté plus d'argent que le box-office nord-américain. Et voilà, du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier aussi à ce niveau-là, quoi, en ce moment. Ouais. D'ailleurs, il y avait des rumeurs, je pense pas que ce soit vrai ou que ça s'avère réel plus tard, mais comme quoi il sortirait Warcraft 2, mais simplement
dans les cinémas chinois en fait, et que ce serait presque de la VOD aux États-Unis parce que ils se disent, en fait c'est eux qui nous rapportent le plus, donc on va faire que. Mais oui, parce que donc Warcraft était une coproduction chinoise et le film a cartonné là-bas et a fait un gros flop aux États-Unis. Voilà. Ah, il a fait un flop aux États-Unis, je savais. Ouais, enfin ou un demi-flop quoi, je crois que ça a pas été très glorieux. Ouais. Ah ouais. Vous êtes sûr, hein, tu parles pas de comme San Andreas. C'est vrai que c'est incroyable de se dire que San Andreas ce soit un film qui est cartonné parce qu'il est tellement nul. Toi qui me parlais d'ailleurs, Yann, qui voulait te refaire des petits films catastrophes des années 90. San Andreas, c'est vraiment tellement milieu en dessous, encore plus en dessous que Pic de Dante, justement. Ouais. Ouais, mais il y a l'effet The Rock, hein, même s'il est super mal employé. Ouais. Moi j'ai envie de voir Après... Agent Presque Secret, hein, j'avoue. Il est sur mais ma je pense liste au-dessus de Nocturama. Hein. Ça c'est évident. Moi il me faut ma dose de The Rock, en plus avec Kevin Hart. Alors moi aussi, c'est-à-dire que je pourrais jamais... Enfin, je suis fan de The Rock. En fait, je suis fan du personnage lui-même et de la personne qui sait... Enfin, si tu veux, c'est le mec qui va Instagrammer, qui s'est levé à 4h du mat pour faire 3 heures de muscu avant de faire sa journée. Donc, à partir du moment où c'est un gars, tu sens que tout ce qu'il fait, il y travaille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il arrive à ses 65 millions de dollars dans l'année, il fait ouais, mais j'ai bossé quoi. Mais son sourire vaut déjà 20 millions de dollars, je trouve. C'est le plus beau sourire d'Hollywood. Et son jeu de sourcil. Mais une précision. Exactement. Le truc, c'est que tu te souviens au début, quand on a commencé à le connaître, ce mec, c'était par Get Cool, tu sais, la suite de Get Shorty ou Get Short, je sais plus. Et du coup, et franchement, il avait un peu, il avait quasiment pris, s'était tiré la couverture sur le film parce qu'en fait, c'est génial de voir un ancien catcheur et de te rendre compte qu'il joue bien en fait. C'était un mec qui jouait plutôt bien, qui te faisait rire dans le film, presque plus que les soi-disant comiques qu'il y avait de l'autre côté, mais voilà. Et maintenant, il est plus payé que que Christian Bale. Bon, et vous aviez vu alors deux trailers qui moi m'ont intéressé. On va peut-être commencer par celui qui t'intéresse pas justement, c'est ça? Ouais, enfin qui m'intéresse moins, ou en tout cas on va dire ou peut-être il y a moins de choses à dire. C'est le futur dernier de Denis Villeneuve, The Arrival, qui a l'air juste magnifique en termes de SF. J'ai l'impression qu'on retouche à des côtés SF qu'on avait pu voir dans 2001, des choses comme ça. Ça a l'air quand même assez cool. Il y avait un plan sur Amy Adams, tu sais, quand elle était dans sa combi. Ça a l'air vraiment beau en tout cas. Faut voir le trailer que j'ai vu, moi ça me rappelle beaucoup Contact en fait. Ça s'appelle Premier Contact en français en plus. Ouais. Et mais il faut voir, il me tarde de voir ce que Villeneuve va faire avec ça, puisque c'est un type qui a quand même pas mal renouvelé les genres auxquels il s'est attaqué là ces dernières années. Le film de serial killer avec Prisoners, puis après le film de guerre des gangs, on va dire, de guerre contre la drogue avec Sicario. Il me tarde de voir ce qu'il va faire avec la science-fiction, surtout qu'il a été que c'est lui qui va réaliser la suite de Blade Runner, donc ça va être un peu son galop d'essai dans la science-fiction, et voilà, me tarde de voir ce que ça va donner. Ouais, pareil. Mais ça a l'air d'être enfin alors un film. On va dire que c'est peut-être un peu le renouveau de la SF sérieuse entre guillemets, tu sais, avec The Martian là, qui était sorti. Ouais, de la hard science fiction quoi. De la hard sci-fi, ouais. Et ça faisait longtemps que, tu vois, on n'avait pas vu ça. C'était très souvent sous couvert de trucs un peu pop à la Guardians of the Galaxy ou des choses comme ça. Et là, maintenant, tu vois, enfin, on a quelque chose d'un petit peu plus ancré, comme on pouvait voir dans certains films des années 70, 80, etc. Donc ça a l'air cool. Mm-hmm. Et la dernière news est le film d'Ang Lee qui fait aux États-Unis. Merde, du coup j'ai oublié le titre exact. C'était Billy Lynn Long Walk Home, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Bien joué. Ok. Avec Vin Diesel. Yes. Enfin, qui fait une très petite apparition dans le trailer et qui, j'espère, fait une petite apparition en général dans le film.
Mais alors, comme d'habitude, pour celui-là aussi, j'ai envie de dire, ça a l'air très beau. Et le petit plus, ou plutôt le gros plus, mais je sais pas si vraiment on aura l'œil pour ça, c'est le fait qu'il soit tourné en 120 FPS, mais que dans le monde, il n'existe pas de cinéma qui peuvent le diffuser en 120 FPS. Donc je sais pas ce que vous connaissez là-dessus, en fait. En fait, juste d'une manière générale, puisque donc récemment on a eu la trilogie du Hobbit par Peter Jackson qui était tournée en 60 images par seconde déjà. Ouais. Et d'une manière générale, en fait, ça pose la question de est-ce que ça apporte quelque chose au cinéma de se rapprocher de plus en plus de la réalité dans la représentation picturale. Et je crois que le mieux, ce serait de partager un lien vers une interview de Jean Renoir qui aborde cette question et qu'on peut voir sur YouTube, on vous la mettra. Et parce que en fait, d'une manière générale, c'est plus on se rapproche comme ça d'un espèce de photoréalisme, de quelque chose qui ressemble de plus en plus à la vie réelle, plus ça enlève en fait des moyens d'expression artistique. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple au niveau du nombre d'images par seconde, au tout début, à l'époque du muet, les films étaient tournés en 18 images par seconde. Ça a changé à l'arrivée du son, où on a mis 24 images par seconde, parce que c'était une question de synchronisation avec la bande son, et en 18 images par seconde, on pouvait pas enregistrer le son, alors il a fallu un petit peu accélérer la cadence, et on a pris 24 images par seconde pour qu'on puisse enregistrer le son et l'image. Ouais, et c'est resté un standard qu'on a gardé depuis. Et ce standard est remis en question un petit peu par James Cameron et Peter Jackson ces dernières années, qui ont décidé de tourner le Hobbit en 60 images par seconde, et je crois que la suite de Avatar sera tournée en 80 images secondes, si je me trompe pas. Quelque chose comme ça, je crois que c'est ce que James Cameron avait annoncé. Et à partir de là, il y a... Parce que quand on filme quelque chose, quand on filme notamment des mouvements, quand on filme l'action, il y a toujours une question qui se pose, qui est la vitesse d'exposition, en fait, de la caméra. Et quand on tourne en 25 images par seconde, il est possible d'augmenter ou de baisser la vitesse d'obturation jusqu'à 1/24 de seconde. On peut faire plus rapide que ça, ou on peut faire plus court. Et en fait, c'est un choix artistique. C'est-à-dire que plus la durée d'exposition sera longue, plus le mouvement sera flou. Pour sortir justement du truc technique, mais en quoi toi tu crois que justement le choix de Ang Lee c'est pas un choix artistique? Non, mais exactement, c'est-à-dire Ang Lee, lui c'est un artiste, je pense qu'il l'a fait en connaissance de cause, mais par contre si le 120 images secondes devient un standard, ça veut dire que tu pourras plus mettre de flou dans le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire ça enlève une possibilité artistique, et de la même manière, c'est un peu ce qu'aborde Jean Renoir dans son interview, c'est-à-dire que à partir du moment où tu augmentes la dynamique de l'image, c'est-à-dire que tu vas être capable de voir plus de couleurs, plus de choses, etc., etc. Peut-être que tu vas moins travailler ta palette de couleurs, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un nombre de couleurs limité sur la pellicule, tu le vois dans les premiers films en couleurs, je pense au Narcisse Noir ou à Red Shoes, tu sais, de Michael Powell. Ouais, tu prends vraiment des dingueries là. Ouais, et où il y a un vrai travail sur la couleur, parce que la pellicule est capable d'enregistrer juste une certaine dynamique, et donc on force sur certaines couleurs en particulier pour pouvoir évoquer quelque chose. Et petit à petit, quand la dynamique s'améliore, on se rend compte que ce travail sur la couleur passe un peu en arrière-plan. Et on le voit par exemple dans le Hobbit, c'est-à-dire que dans la trilogie du Hobbit, par exemple, tu remarques... Alors, étant donné les limites jusqu'à maintenant de l'enregistrement d'une caméra, par exemple, il était impossible pour des costumiers de faire des chemises qui aient des motifs trop petits. Par exemple, des quadrillages très serrés ou des choses comme ça, parce qu'en fait, ça donne une espèce d'illusion d'optique très désagréable pour l'œil une fois que tu as enregistré la caméra. Quand tu augmentes le FPS, ça devient possible de faire des choses comme ça. Plus de détails, en fait. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les vêtements du Hobbit sont faits avec des quadrillages très serrés ou avec des choses comme ça pour utiliser cette technologie. Mais
ça a pas tellement de rapport avec ce que tu vois, parce que t'es censé voir, par exemple, un hobbit qui vit modestement, tu vois, dans un petit trou chez lui, et il a un habit qui a été tissé, on dirait, par 6000 vierges dans un couvent, tu vois, c'est-à-dire, il l'utilise juste, tu vois, parce que c'est possible de le faire. Après, est-ce qu'il a pas le droit aussi de le tester? Parce que c'est vrai que, c'est le premier film qu'on voit, que moi j'ai vu en tout cas en 48 FPS, puisque c'était ça. Après, j'ai plus trouvé pour The Hobbit un intérêt avec la 3D. Parce que c'est vrai que quand t'as le 48 FPS avec la 3D versus juste du format normal 24 FPS avec de la 3D, je trouvais que... je trouvais qu'effectivement, voilà, c'était plus fluide. Certes, il y avait plus le flou de mouvement, mais c'était plus agréable aux yeux. Alors, je parle juste de la 3D passive. Mais après, voilà, on en revient justement au choix du réalisateur. C'est-à-dire qu'après, s'il n'a pas, lui, envie de dire à son directeur photo, tiens, faisons un travail sur la couleur ou un truc comme ça, bon, c'est son problème, quelque part. C'est juste que, est-ce que ça nous offre pas juste plus de possibilités? Et au final, tu sais, comme il y a certaines personnes qui tournent toujours sur de la pellicule, tu pourras toujours tourner en 24 FPS si jamais le plus ça deviendra la norme, ce qui à mon avis prendra du temps, parce que clairement comme dans certains articles te disaient, le 120 FPS, personne, il faudra partir au Futuroscope, quoi, si tu veux le voir, ce film. Tout à fait, mais en fait tout ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que même d'une manière générale aujourd'hui avec les appareils photo, juste les appareils photo que tu peux trouver dans des smartphones par exemple, qui ont une meilleure définition, etc., ça, ou les filtres Instagram, ça fait que on a beaucoup maintenant de photos amateurs qui vont être pas forcément dégueulasses à regarder, mais elles vont toutes se ressembler. Donc pour un petit peu résumer, je trouve que c'est bien qu'il y ait des nouveaux outils de mise en scène qui arrivent comme ça, mais j'ai pas envie que ça devienne un choix par défaut, comme la 3D commence à devenir un choix par défaut en fait des grosses productions hollywoodiennes, et je vois de plus en plus de films qui sont en 3D mais qui sont pas pensés pour la 3D, ou qui ont soit été convertis en 3D après, et j'ai vu des films en 3D géniaux où elle l'utilise vraiment, Avatar par exemple, enfin il y a La vie de Pi justement. Ou La vie de Pi, Ang Lee l'a très très bien utilisé dans La vie de Pi, formidablement. Mais après, ce que j'aime pas, c'est quand c'est utilisé par défaut et où je sens qu'il y a aucun travail de mise en scène là-dessus. Et alors, je voudrais pas que la différence, c'est que la 3D, ça te rapporte, tu sais, les 2-3$ en plus sur ton entrée. Tu vois. Là, personne ne va se vouloir faire payer quelques dollars en plus pour dire regardez ce film en 60 FPS ou en plus, tu vois. Donc clairement, je pense que mais après, est-ce que c'est pas les, tu vois, non, parce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas le discours de gens qui sont passés du 18 images par seconde en 24? Non, parce qu'effectivement c'était un impératif technique. Mais tu vois, est-ce que le fait que ce soit amélioré tout simplement et qu'on se rapproche de la réalité, voilà, tu pourras toujours choisir de faire autre chose et de créer des lumières qui n'existent pas vraiment. Tu pourras toujours faire un Sin City, tu vois, quel que soit donc quelque part le choix artistique de downgrader entre guillemets ton film, ce sera toujours possible. Mais ça, tu comprends? Ça après c'est une vraie question, et je dis ça parce que l'année dernière il y a un film qui est ressorti de Kurosawa, c'était Les 7 Samouraïs. Et yes. Je me souviens de l'avoir vu en pellicule, ce film. Et ensuite je l'ai vu en remaster 8K. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le remaster 8K, notamment, tu voyais le fait que les samouraïs avaient des faux crânes. Parce que les acteurs s'étaient pas vraiment rasé la tête, donc il y avait des faux crânes, et en 8K tu voyais la jonction qu'il y avait entre le bonnet et tout ça, ce que tu ne voyais pas en pellicule, c'est-à-dire que le film avait été pensé pour être vu en pellicule, et donc tu le voyais comme ça, et une fois qu'il a été converti, tu pouvais plus faire ça. Et en fait, tout ça pour dire que une fois que tu améliores la technologie à ce niveau-là, tu as besoin en fait de plus de moyens pour faire la même chose. Mais ça, c'est le gros problème des maisons qui vont rééditer un film. Je pense notamment, j'ai écouté cette discussion récemment en Blu-ray ou pour le 4K, où la grosse mode, c'est on va enlever du grain à l'image.
Parce que, je sais pas pourquoi, parce que ça fait plus net, on a l'impression que, je sais pas, ça a été tourné en digital et que c'est nouveau, enfin, tu vois, ou et encore, même tu peux choisir d'avoir du grain en digital, mais le problème c'est que, en fait, c'est un questionnement artistique que t'es pas censé, toi, avoir si au moins t'as pas eu de discussion avec le réalisateur. Alors bon, quand le réalisateur est mort, c'est difficile. Pardon ? Et son chef-op, ouais, parce que par exemple, Friedkin avait autorisé un remaster de French Connection, contrairement aux indications de son chef opérateur, qui avait donné un clinage, une espèce de... Justement, il allait beaucoup plus loin dans les parties chromatiques du film, il lui enlevait toute sa substance et toute la chair que t'es en train de me dire que genre le Blu-ray que j'ai de French Connection n'a pas été approuvé par le chef-op du... Il est même l'objet d'une énorme polémique entre Friedkin et son chef opérateur, ouais. Putain, qu'ils se sont retrouvés à bosser ensemble ensuite pour le Blu-ray de l'Exorciste, mais Friedkin avait un peu pris les devants avec son côté mercenaire justement pour profiter de la ressortie Blu-ray de French Connection. D'accord. Et dont dont le film était un peu l'un des étendards du format justement. Tu verras, le grain était hyper cleané et tout, et Friedkin était en train d'accord avec son opérateur. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu dégueu parce que je sais pas si vous en avez vu des films, alors où en général ça se voit plus sur le Blu-ray parce qu'ils se permettent d'essayer d'enlever du grain parce qu'ils se disent c'est de la HD, etc. C'est que, tu sais, derrière, ils passent une réduction de bruit, justement, qui te font l'impression d'un maquillage sur la peau des gens. Et après, ils vont vouloir renforcer les contours. Et ça peut être dégueulasse, notamment, par exemple, sur le film Predator, où en fait, j'ai le DVD et le Blu-ray. Et ouais, je sais, je suis trop fan de Predator. La VHS aussi, non? et la VHS enregistrée de France 3. Et le truc, c'est que le DVD n'a pas été touché, le format DVD. Genre, le grain qu'il y avait, il était là. Et sur le Blu-ray, ils ont tenté de l'enlever. Enfin, il est dégueulasse un petit peu le Blu-ray. Justement, enfin moi, en termes de films où j'ai entendu que c'était dégueulasse, j'ai surtout lu des choses sur Predator et c'est vrai que tu le vois un peu, quoi. Ouais, ça reste une référence du backlash le master de Predator. Mais même au-delà de ça, même sur les films tournés aujourd'hui, ça veut dire que quand tu utilises des technologies HD, quand tu augmentes le nombre d'images par seconde, la résolution et la résolution, etc., ça veut dire que tu es obligé d'avoir plus de moyens pour faire la même chose. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire au niveau des costumes que tu vas faire, des décors que tu vas construire, tu peux pas laisser, et ça demande forcément plus de moyens. Et pour faire exactement le même rendu, pour avoir les détails partout et être réaliste au final, parce que justement sinon tu vas voir un peu le pendant du faux crâne sur et c'est ça et surtout ça t'oblige au réalisme quelque part, c'est-à-dire que quand tu prends par exemple je vais prendre un cas extrême, mais quand tu prends le cinéma de Guy Maddin par exemple, qui bien prendre un exemple, qui fait des films, on va dire rétro. Je sais pas comment on peut dire ça, qui filme avec des vieilles pellicules, qui fait ce genre de choses. Et ce qu'il adore, lui, c'est les décors en carton-pâte. Ben, ces décors en carton-pâte, une fois filmés en HD, ça a plus le même... ils n'ont plus la même poésie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ça enlève le choix artistique. Tu le vois avec le cinéma de Tim Burton, par exemple, qui aimait beaucoup le carton-pâte en début de carrière, qui en faisait vraiment quelque chose, tu vois, qui développe. Et depuis qu'il a accès au numérique, ça devient un petit peu n'importe quoi. C'est Mais après, c'est là aussi ton choix. Ouais, mais après, tu seras poussé par les studios pour avoir de la HD, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, pour être, on va dire, pro évolution, on va dire que moi, tout ce que j'entends des gens qui ont un bon lecteur 4K, la télé 4K et encore, il est dit que les télé 4K actuelles n'ont même pas encore toutes les possibilités de te présenter ce que peuvent permettre normalement le 4K. C'est que quand tu vois un film qui a été tourné exprès, c'est-à-dire que le gros exemple c'est justement The Martian, donc voilà, tu sais que le 4K existe, tu le sors directement parce que là il n'y a pas besoin de remasterer ton truc parce que tu t'enregistres ta pellicule ou même tu l'as ton film en numérique, c'est directement de la 4K et c'est censé être vraiment génial, quoi. T'es vraiment au cinéma à la maison. Et attention, je veux modérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire je pense que le film d'Ang Lee va être formidable parce que c'est un réalisateur qui pense toujours tous les éléments de sa mise en scène. Et c'est-à-dire que comme pour la 3D de Pi justement. Pour la 3D de Pi, mais pour tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, quoi. C'est-à-dire et donc là, je suis sûr que ça va être très intéressant. Voilà. Ouais. De toute façon, je pense que contrairement à la 3D,
ça va rester l'apanage de cinéastes pionniers, cette technique, pour l'instant. Je pense que Cameron et Ang Lee, c'est des mecs qui ont des idées très précises aussi de ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Je pense que Cameron, il y a vu une adéquation avec la suite d'Avatar. Ouais. Donc je pense Clairement. que le challenge sera justement d'apporter à nouveau une nouvelle pierre à ce qu'avait été Mais la en fait, 3D si tu veux, d'Avatar, c'est ça, à l'époque de sa sortie. c'est-à-dire de la part des grands cinéastes, ces technologies, ça me fait pas du tout peur. C'est une fois que c'est utilisé par des cinéastes un peu plus moyens où j'ai l'impression que du coup, tu vois, ça va. Mais après, est-ce que de toute façon un cinéaste moyen, il aurait sorti, quelle que soit la technologie, un film moyen techniquement? Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça peut. Après c'est un autre débat, mais je pense que là, ça va être prolongé encore une fois par cette interview de Jean Renoir qui est assez formidable et que je vous invite à découvrir. Ouais, bah on mettra le lien comme tu disais, comme ça, ce sera pour tout. Et du coup, on va pouvoir passer au film et on va mettre un petit extrait. Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Tu fais quoi de beau dans le coin? J'aime beaucoup ce cause. Et puis je m'intéresse aux loups, justement. Et tu t'y intéresses comment? Bah, je suis comme tout le monde, ça me fascine et ça me fait peur, mais j'aimerais bien en voir. Un papa poule à la recherche d'un loup, des foules frontales en gros plan et des électrodes en chlorophylle. On a vu Rester vertical. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, non mais alors après. Je regarde, t'as du mal à commencer. Non, il faut déjà il faut un petit peu resituer. Je sais pas si vous connaissiez bien le cinéma de Guiraudy, vous, avant ce film. Pas du tout. En fait, j'avais même pas vu l'Inconnu du lac avant. Donc moi, c'était pareillement. J'arrivais fraîche. Ok, parce que moi j'ai vu tous ces films. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est vrai que L'Inconnu du lac avait été un gros succès. C'est un film un peu à part dans sa filmographie. C'est un film qui est beaucoup plus tenu, on va dire, peut-être cohérent que ses autres films. Et là, il revient un petit peu à la folie de ses films précédents. Et c'est assez déroutant comme film. Et bon, après, d'une manière générale, moi, c'est un film qui m'a beaucoup intéressé. En fait, je l'ai beaucoup aimé. On va en parler un peu plus dans le détail. Même si je crois que je crois que j'ai pas tout saisi dans le film. Mais on va en parler un petit peu en détail. Mais ouais, d'une manière générale, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup intéressé. Et je trouve que c'est, le cinéma de Guiraudy, c'est quand même un bol d'air frais dans le cinéma français. Voilà. C'est clairement unique, forcément. J'aime bien parce que le premier, on s'est tous sentis obligés, je crois, de s'envoyer un message dès qu'on l'avait vu. parce que c'est un peu tellement. Et surtout quelques vannes dont tu ne sais que faire, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est tellement what the fuck. Je pense que. Mais à la Guiraudy, quoi, tranquillou. C'est ce que j'aime, moi, il y a une bonhomie dans son cinéma. Enfin, moi, ça faisait 6 ans que j'avais pas vu un Guiraudy, j'ai raté L'Inconnu du lac. Donc là, recoller les wagons a été très bizarre, parce que je pense que pour même... Arnaud en parlera sans doute mieux que moi, pour un fan de Guiraudy, je pense qu'il y a une certaine maturation. Moi, j'avais bien la folie de ses premiers. Je trouvais qu'il y avait et c'est à nouveau, tout est encore en place dans Rester vertical, hein. C'est un mec qui organise un territoire qui tient un peu du western, qui est aussi une déclaration d'amour à sa région, qui est une manière de poser sa caméra en toute simplicité sur des hurluberlus qui sont toujours un peu mystiques, et parfois confronté au mystère de la vie, comme dans Pas de repos pour les braves. Et ce qui me le rend... Moi, c'est un réalisateur que je trouve absolument sympathique, à défaut d'adhérer complètement à son cinéma. Mais il y a toujours ce côté très aigriard. Et là, je l'ai trouvé un peu plus grave que les souvenirs que j'avais de ses autres films. Il est beaucoup plus grave. Il y a moins de pulsions de vie. C'est-à-dire que l'enculade et... Il y a quelque chose qui a changé avec L'Inconnu du lac, c'est-à-dire que L'Inconnu du lac, c'est son premier film qui était un peu sombre. D'habitude, il y a quelque chose de très très joyeux dans tous les films de Guiraudy, et depuis L'Inconnu du lac, ça devient très sombre. Mais malgré ça, il y a quelque chose que je tiens à souligner, c'est que généralement, dans les scènes de sexe non simulées dans le cinéma d'auteur, ces scènes-là sont toujours vues comme quelque chose de triste. Tu prends le cinéma, je sais pas, de Breya, tu vois, ou tu prends le cinéma de Gaspard Noé ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très triste dans les scènes de sexe, de toujours violent, d'un peu crade. Et chez Guiraudy, même dans ce film qui est plus grave, c'est beaucoup plus joyeux quand même, le sexe. Il y a quelque chose de... Ouais, enfin ça dépend des scènes. Pour le coup, on en reparlera dans le spoiler, mais effectivement... Je pense qu'il y a deux choses que je retiens, c'est malaise
Et pessimisme. C'est vrai que ce film, il est pessimiste surtout sur la condition humaine, sur le protagoniste, sur toutes ces allégories qu'il veut bien prêter à son histoire. Après, j'ai ressenti des choses. Et enfin, tu sais, le fait de ressentir quelque chose pour moi au cinéma, c'est mon objectif principal, dans le sens où, même si c'est pas forcément de la joie ou quelque chose, si tu me fais ressentir quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas indifférent, et quelque part t'es un peu gagné, parce que t'as réussi, en me présentant des images, à probablement en plus là correctement m'amener dans les sentiments qu'il voulait me faire avoir, parce que oui, c'est quand même assez étrange, et il voulait plonger, je pense, ses spectateurs dans de l'étrangeté, et il l'a plutôt bien fait. Tout simplement. Alors, je voulais regarder un petit peu ce que j'avais mis. J'ai trouvé un truc bizarre. Vous allez me dire si j'ai trouvé qu'au niveau de la technique, ça paraît bête, mais il avait des super beaux plans fixes, larges. Je sais pas si ou en général il y a qu'un seul personnage au milieu. Et ça a été tout le temps un peu ma corde de survie dans le film, parce que je sais pas pourquoi, mais tout le reste ça te met mal à l'aise. Alors c'est pas que c'est tremblant comme un film tourné caméra à l'épaule ou un truc à la Cloverfield, mais à chaque fois que t'as ces plans là, tu t'as une petite bouffée d'air frais en fait, parce que tu peux te recalmer. Je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir de la technique qui contrebalance le malaise de l'histoire en fait. Non mais je suis d'accord, parce que c'est vrai que même dans la manière dont il filme ces personnages, je pense à un plan qui revient beaucoup, c'est-à-dire quand le héros va voir sa femme dans le nouvel appartement, il y a toujours un plan complètement très très plat de la porte d'entrée, et c'est très très claustro, et ça vient beaucoup dans les conversations un peu intimistes du film. Il y a quelque chose de très claustrophobe, et comme tu dis, ces moments où on revient à la nature, il y a toujours quand même un moment de respiration, parce que c'est aussi ce qu'il aime filmer. C'est un peu un motif récurrent de sa filmographie, c'est-à-dire que Guiraudy, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se plaît dehors, quoi, et que dès qu'il est enfermé quelque part, il y a quelque chose qui est gênant, il y a un malaise, comme tu dis, qui est très très bien retransmis, et ce qu'il aime, c'est les grands espaces. Ça commence un peu comme un bouquin de Stephen King, tu sais, le scénariste en proie au syndrome de la page blanche, qui va se retirer quelque part dans la nature pour essayer de trouver l'inspiration. En fait, il y a pas mal de pistes qui sont données pour essayer de comprendre le film. Je pense à déjà, on va dire, le questionnement existentiel du personnage et en gros des gens en général. Mais aussi, tu pourrais calquer ça sur la société en général, parce que ce que tu vois, c'est que ce mec, tout au long du film, il se fait dépouiller tout le temps, tu sais. Plus ça va, plus moins il a de choses. Et ça m'a fait penser, je sais pas si ça m'a fait penser après réflexion, hein. C'est-à-dire que quand même, si je l'avais vu ce matin, j'y aurais pas pensé, parce que les films sont quand même assez différents, mais en général c'est commun, en tout cas dans ce truc-là. C'est A Serious Man, tu sais, des frères Cohen, où clairement là c'était l'allégorie de Job dans la Bible, et là, en fait, c'est pareil. Il y a ce protagoniste qui va s'appauvrir un petit peu, en tout, que ce soit avec ses relations, que ce soit littéralement, financièrement, quasiment jusqu'à ses vêtements. Et je sais pas si en sous-texte, il y a un truc dont il veut nous parler au niveau de la société, des démunis, parce que il y a pas mal de plans, de scènes avec des SDF. Mais en fait, il y a tellement de pistes, tu sais pas trop s'il veut nous parler de tout, s'il veut parler d'un truc en particulier, ou si toi-même t'es pas en train de te rajouter des choses qui veulent un peu rien dire. Je crois qu'il faut on va un tout petit peu résumer la structure du film pour comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, donc, il s'agit d'un road movie, mais d'un road movie un peu particulier, puisque c'est un road movie qui tourne en rond. Où en fait il y a je crois 4, il doit y avoir 4 lieux qui sont revisités en boucle, et toujours dans le même ordre, je crois. Où c'est comme un cercle. Donc il y a Brest,
il y a une petite maison perdue au bord de la route. Il y a le COS sur lequel se trouve l'exploitation agricole où il rend visite, et il y a un marécage où il va voir un docteur bizarre qui le soigne en le connectant à des arbres. Et donc pour résumer, dans chaque partie a sa propre petite histoire, mais qui se recoupe un petit peu. Donc d'un côté, il y a Brest, où il essaie d'écrire le scénario de son nouveau film. Il y a la petite maison abandonnée au bord de la route, où en fait c'est la scène d'ouverture du film. Il tombe fou amoureux d'un jeune homme qu'il voit au bord de la route, et qui vit en couple avec un vieillard misogyne et raciste qui écoute du Pink Floyd. Est-ce que vous avez capté tout de suite qu'il en était tombé amoureux de ce personnage? Non, ça vient après, parce que c'est assez ambigu. On sait pas s'il en tombe amoureux d'abord, ou voilà, parce que peut-être qu'on en parlera, plus précisément après dans la partie spoiler, mais c'est vrai que il y a le seul personnage avec qui j'ai compris que il y a eu, et encore j'allais dire il y a de la drague normale, c'est avec Marie, mais en fait il y avait pas non plus, ils ont pas passé très très longtemps à se connaître avant de commencer à se toucher, eux non plus. Mais bon, je t'ai coupé, pardon. Tu peux reprendre le reste des lieux, justement. Ensuite, il y a le COS. À cet endroit, en fait, le personnage essaie de voir des loups. On imagine pour trouver de l'inspiration pour son film. Et là, en fait, il tombe sur une femme avec qui il va faire un enfant. Et ensuite, dans le marécage, il va voir un docteur qui va lui donner des conseils de vie un peu étranges pour essayer de remettre tout ça en ordre. Et à chaque fois qu'il y a une boucle, c'est-à-dire que on va visiter ces lieux, et une fois qu'ils ont été visités, on recommence. Et à chaque fois qu'il recommence, comme tu dis, la situation empire un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va avoir moins d'argent, il va perdre les gens qu'il aime. Enfin, chaque boucle, c'est un moyen de perdre quelque chose. Juste on dit pas où ça va dans la fin du film, mais voilà, jusqu'à un certain point. Et petit à petit, en fait, ces décors qui au début sont bien séparés deviennent poreux. C'est-à-dire, il y a des choses assez étranges qui se passent. D'abord, on pense que ces endroits sont bien compartimentés, ça donne l'impression qu'ils sont très très loin les uns des autres, et les personnages d'un endroit vont apparaître comme par magie dans un autre endroit. Ouais. Et petit à petit, tout va se serrer. En fait, c'est comme si ce personnage essayait de compartimenter tous ces moments de sa vie, et qu'il essayait tant bien que mal de retenir en fait tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa carrière de cinéaste, un peu son argent, sa famille, etc., etc. Et que quand il commence à perdre sur un tableau, il commence à tout perdre partout, en fait, aussi. Et comme tu dis, j'avais pas du tout fait le rapprochement, mais il y a quelque chose de l'histoire de Job, ouais, dans ce personnage. Je crois que t'as complètement raison avec ça. Parce que de toute façon, il y a aussi un côté... il y a un côté mythologique qui est donné dès le début. Enfin, quand tu vois ce type qui recherche les loups et qu'on lui dit qu'il ne les verra jamais, il y a quelque chose qui remonte, c'est-à-dire que, notamment en France et en Europe, quand même, le mythe du loup, c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui est sur les traces d'une mythologie aussi, quoi. Oui. Et puis, il y a toujours, c'est un petit peu empreint de choses religieuses, forcément. La femme s'appelle Marie, il y a des bergers, donc tu vois, il y a toujours quelque chose... Voilà. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans son jardin d'Éden au final quand il part dans la nature aussi. Donc la femme c'est Marie, donc qui est la femme qui a donné naissance à un fils sans père, et on découvre plus tard que le personnage aurait voulu donner naissance à un fils sans mère en fait. Ouais. Puisqu'en fait ce qui l'intéresse c'est pas cette relation avec cette femme, ce qu'il voulait c'est avoir un gosse en fait. Ouais voilà, en fait il était plus en manque de paternité. En fait de paternité, et c'est pour ça que c'est marrant parce que du coup il a pas pondu son scénario mais il a il a eu un enfant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on dit toujours accoucher d'un scénario ou accoucher d'un livre, c'est un peu ça, il devait choisir entre les deux là. Ouais. Et là j'ai trouvé que l'acteur qui jouait Léo, je sais pas, je connais pas son nom d'ailleurs. Damien Bonnard, on peut t'en parler avec Yann, on le connaît bien puisqu'il a joué dans à peu près tous les courts-métrages de la Fémis depuis le début en fait. C'est vrai? Ouais. C'est énorme parce que ce gars, je l'ai clairement bien aimé. Il était bon. Ouais, il est très touchant, mais en fait,
en général, il y a peu d'acteurs déjà, mais tous sont plutôt bons. Après, je vais être un peu méchant, mais justement, le gosse là, le mec qui joue le jeune, l'objet de tous les désirs de tout le monde. Non, ça, tu peux pas me le vendre. Il joue un peu mal quand même. Je suis d'accord qu'il est moins bon, mais il y a un côté, c'est pas un vrai personnage. Tu vois ce que je veux dire? C'est une figure pour toi. En fait, ouais. Je me demande même si c'est pas fait exprès, c'est-à-dire que si il veut pas nous montrer un acteur qui joue mal quelqu'un, en fait, pour ce personnage, tellement c'est censé être, c'est presque l'ingénu du film. Oh, c'est comme une grosse crapule, hein. Ouais, c'est une grosse crapule, mais parce qu'au bout d'un moment, on dirait presque la figure du diable, c'est-à-dire que à chaque moment où ça va mal, il en est la cause, en fait. C'est assez marrant au bout d'un moment dans le film où tu le vois surgir d'endroit, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Pourquoi il est là? C'est le corbeau en fait de ce film, c'est fou parce que sous sa gueule d'ange, tu sais, en fait, il amène la merde dans la vie de pas mal de gens. Ouais. Mais bah écoutez, ouais, non, mais les acteurs qui sont bons, la technique est plutôt bonne parce que comme je disais, c'est incroyablement, et ça m'a touché sur le moment, au service de ce que tu ressens pendant le film. Oui, je crois d'ailleurs techniquement, il faut souligner aussi le beau travail de Claire Maton, la chef opératrice, qui fait des très beaux plans d'extérieur, mais qui fait aussi des magnifiques scènes de nuit, je trouve, dans ce film. Ouais, c'est fou que tu dis ça parce que je me suis dit putain, enfin pas une nuit américaine dégueulasse, tu sais. Ouais. Et là, tu voyais genre, ce ciel étoilé, la lune, cette petite scène. Et là encore une après avec le berger, etc. C'est vraiment super. Encore une fois, on en avait parlé, mais ici, ces scènes de nuit sont possibles aussi avec l'évolution de la technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière aujourd'hui pour enregistrer ça, en fait. Et du coup, ça a permis de faire des scènes aussi belles que ça, quoi. Voilà. Yes. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans... J'aimerais rajouter beaucoup de choses, mais c'est assez précis et ça va spoiler le film, donc je pense qu'il faut le garder pour la deuxième partie. D'accord. De manière générale, du coup, bah voilà, quelle note vous donneriez à rester vertical? 6 sur 5, c'est ça? 4? Yes, sur 5 miam. 2, allez, 1,5, 2. Ah, mais toi, tu n'as pas aimé, du coup, mais explique-nous. C'est que je suis vraiment resté de marbre par rapport à la proposition de cinéma, c'est-à-dire que j'ai ressenti très très peu de choses, je dois t'avouer, Reski. Ouais. Même pas de malaise, t'as pas été... Bah, t'as pas ressenti. C'est-à-dire que non, pas vraiment, c'est-à-dire que ce sexe frontal me met ni mal à l'aise, ni même le tissu de relation entre les personnages. J'ai vraiment du mal à m'installer dans le film, pour le coup, et j'ai cherché des clés un peu à droite à gauche. Je peux aimer l'innocence qui se dégage de Damien Bonnard, sachant que, oui, par rapport à cette figure diabolique... Sachant que tu as un historique avec lui. Non, oui, c'est vrai, je l'aime bien, mais... Je te dis, moi, ça m'a fait sourire. Bon, on en parlera durant le spoil. La fameuse blague de l'année, le mélange de Pink Floyd et d'euthanasie cousu main. Mais... Non, c'est-à-dire que moi, je m'attendais au retour du Guy Roddy dont j'avais le souvenir, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de souffle, plus de déconnade, un petit côté beaucoup plus paillard. J'ai l'impression que là, c'est un film beaucoup plus mûr, peut-être moins primaire que ses autres films. Du coup, bah oui, contrairement à toi, j'ai très très peu d'émotions. Il y a des scènes qui vont me rester, je pense, notamment le bébé offert en sacrifice au loup la nuit, comme appât et sacrifice. Moi, je trouve ça dingue. On en reviendra à cette scène dans la partie spoiler qui est super. Le fermier qui ressemble un peu à John C. Reilly, pourquoi pas, enfin... John C. Reilly qui a connu des déboires quand même. Il a vraiment la gueule de... Il joue bien d'ailleurs, hein, ce gars, entre parenthèses. Ouais. Je trouve le premier échange entre Damien Bonnard et le gamin, moi c'est un peu tout ce que j'aime chez Guy Roddy, c'est ce dialogue un peu franc du collier, en même temps très drôle. Quand le mec lui dit non, j'en ai rien à foutre de passer un bout d'essai. Tu es très cinégénique. Ouais, t'as une deuxième scène formidable dans le film, dans le sens où tu dis tout va aller de travers. En effet, là au moins tu le pressens, c'est-à-dire entre ce gamin qui refuse de faire ce bout d'essai, ce cinéaste à la dérive. Cette scène-là, je la trouve formidable, mais c'est juste qu'arrivé à la fin du film, je suis un peu avec la bite molle entre les mains, quoi. C'est-à-dire je ne... J'ai pas de palpitations. D'accord. Non, mais est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que peut-être tes attentes ont pu un peu bouger
T'as ton visionnage du film ou pas? Parce que justement, si t'avais l'habitude peut-être des anciens un peu plus films déconneurs de Guiraudy, est-ce que tu vois? Je pense en effet, c'était mon attente initiale et je crois qu'arrivé à la moitié du film, j'ai plus vraiment d'attente, c'est-à-dire que... D'accord. Oui, ouais. Je ne sais plus par quel bout attraper le film pour le trouver excitant à mes yeux. D'accord. Moi j'adore, après il y a plein de choses qui sur le papier pourraient me faire marrer, c'est-à-dire qu'il y a quand même Guiraudy fait un peu son film à la Woody Allen, cinéaste en panne d'inspiration, sauf qu'à nouveau, et c'est là où j'adore Guiraudy, c'est qu'il fait ça chez lui, il joue à domicile, c'est vrai qu'il va pas te faire une histoire urbaine de cinéaste, mais moi je voyais un peu le cinéaste comme étant vraiment un mec qui se met en vacances au bout d'un moment et qui s'en prend plein la figure. La scène de détroussage par les SDF, je la trouve très forte. C'est vrai que j'ai un effet de sidération à voir le... Merde. Spoil, ouais. à voir le gamin et le fermier réapparaître, mais je crois que c'est un film où je suis resté un peu sur la touche, quoi. Est-ce que parce que j'avais The Strangers un peu trop en tête, quoi? C'est un peu le problème d'avoir vu son film de la veille. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, écoute, ça dépend de tout, hein. C'est le contexte dans lequel tu vois un film, ça jouera toujours. Mais non, mais je pense que si, clairement, ça t'a pas parlé et que t'as pas ressenti ton truc. Après, je vais t'avouer que moi-même, sur le moment, je m'étais dit, je lui mettrais un 2,5. Après, avec le temps, je lui augmente un peu sa note, tu vois. Parce que... je sais pas. Est-ce qu'il y aura un revisionnage de ce film? Il faudra que j'attende quand même. C'est pas un film que je vais revoir rapidement. Hein. Je te l'avoue. Ouais, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un accident d'un de mes lecteurs pour que je puisse regarder ce film peut-être dans 4 ans et revoir ça. J'ai décidé d'ailleurs d'être plus sympa dans mes notes en général parce que je me suis rendu compte que je t'ai un peu trop suivi dans ta sévérité, Arnaud, dans les premiers films. Mais là, depuis 3 derniers films, je me suis dit non, il faut que je note comme je note sur IMDb. En fait, c'est si c'est divertissant déjà, je mets une bonne note. Celui-ci, je lui mets 3 miam sur 5. Alors après, moi, je dois avouer que je crois que j'aime bien le Guiraudy nouvelle période. J'aime bien ce Guiraudy un peu plus sombre. Ici, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est d'habitude les films de Guiraudy sont extrêmement bavards et c'est un dialoguiste assez génial. Ici, il est beaucoup plus avare au niveau des dialogues. Et peut-être que c'est quelque chose que j'attends quand je vais voir un film de Guiraudy. Je crois que j'aurais aimé avoir un peu plus sa verve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça qui participe aussi du côté joyeux de ces films. Je pense que... Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, toi, t'as sans doute été plus client de ce côté pessimiste. Ouais. Où il y a moins le souffle de l'aventure et d'aller de l'avant, quoi que ce soit vers la mort. C'est ça, mais... Vers l'impossibilité de s'aimer, ou c'est toujours avec un certain allant, mais en même quitte temps, à se vautrer dans le mur, quoi. Le côté puzzle du film m'a beaucoup intéressé, en fait, m'a beaucoup engagé. Et je crois que c'est un film très copieux, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il se prend un peu les pieds dans tout ça, c'est-à-dire je crois qu'il veut parler d'énormément de choses, il essaie de tout tenir, et à côté d'un film comme L'Inconnu du Lac qui était très tenu autour d'un seul lieu, autour d'une seule intrigue, autour d'une seule histoire, il arrivait un peu à l'apogée de son style, c'est-à-dire tout était abouti. Ici c'est pas abouti, mais il y a quelque chose de très intéressant. Alors je sais pas, je suis très client de son cinéma, moi je lui donnerais, je sais pas, entre 3,5 et 4, je pense, quelque chose comme ça. Et ouais, voilà. 3,5 ou 4? Choisis. Allez, pour remonter la nôtre, on va lui mettre 4. Mais c'est marrant ce que tu dis sur ces dialogues, parce que justement, moi, quand je vois, j'en parlais, cette scène d'arrivée où il croise le gamin, où tu sens qu'il flash à la fois sur sa photogénie, ensuite on a un peu chez Guiraudy sur son cul aussi, où je me dis, en effet, dans cette scène, il y a tout ce que je peux aimer chez Guiraudy, je la trouve très bien dialoguée, et en même temps, vu qu'elle est assez lapidaire et tout, c'est aussi peut-être la nouvelle intention du nouveau Guiraudy, c'est-à-dire une raréfication du dialogue, des choses... Ouais, mais d'être peut-être plus pertinent sur le peu des dialogues, peut-être aussi. Il essaie, mais je crois, parce qu'aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même un cinéaste qui se renouvelle un peu à chaque film, c'est-à-dire il refait jamais exactement la même chose qu'avant. Il a bientôt 20 ans de carrière. Il a 20 ans de carrière, et je crois que c'est quelqu'un qui veut surtout essayer des choses, qui se plante parfois, mais qui va toujours un peu de l'avant. Et ici, c'est je pense pas que ce soit son film le plus abouti, hein. Je pense vraiment pas. C'est peut-être un film de transition ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il essaie de faire, qu'il nous redonne pas toujours la même formule, en fait, qu'il essaie toujours de faire bouger les choses. Après, je t'avoue que moi, quelqu'un qui tente des choses, même s'il se plante, et bon, c'est vrai que dans ce film, on est pour moi, en tout cas, on est un petit peu dans ces eaux-là, hein, d'essai et peut-être un peu de plantage. Mais c'est aussi pour ça que je donne cette note, c'est que j'ai aussi bien aimé, c'est-à-dire que quand je m'attends pas à quelque chose, déjà tu gagnes un miam, tu vois. Parce que non, mais c'est vrai, parce que
Et c'est à souligner aussi l'une des rares fois où il y a une bande-annonce qui, certes, va te transmettre l'étrangeté du film, le truc un peu perché, mais tu ne t'attends pas du tout à ce film quand tu regardes cette bande-annonce. Et ça, c'est très cool, je trouve. Parce que vraiment, ça te remet quand même une petite claque derrière, et moi, j'en ai vraiment marre de voir des bandes-annonces. Et franchement, spécialement de films français où clairement t'as vu tout le film quand t'as vu la bande-annonce, tu dis bon bah merci, je vais pas vous payer 7 € pour aller voir le film, tu me l'as présenté là en 2 minutes, c'est réglé, je vais rentrer chez moi et je vais regarder The Rock, tu vois. Et voilà. Mais voilà, du coup c'est le petit bonus, c'est aussi pour ça que c'était cool. Bon, bah écoutez, on va pouvoir passer à la section suivante de tout nouveau truc. Dans cet épisode, qui était tout simplement de qu'est-ce que vous avez regardé ces derniers temps, cette dernière semaine par exemple, comme ça va nous faire, en plus de ce rester vertical, dont on reparlera, donc et je mettrai le minutage sur la description du podcast pour la partie spoiler, où on reviendra un petit peu plus précisément sur l'histoire et voilà, pour les gens qui l'auront déjà vu ou qui ne veulent même pas le voir mais qui veulent nous écouter, pas parce qu'ils sont bizarres. Du coup, dites-moi. Je sais pas, voyez, il y a 2 films dont j'aurais aimé peut-être parler, un peu évoquer, yes. qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps. D'abord, il y a Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho, qui a été une grosse claque pour moi. Le roller coaster de l'été. Hein. Je crois que c'est le film qu'Hollywood m'avait promis pour cet été, qu'il n'a pas délivré. Mec, depuis quand Hollywood te promet des trucs? C'est les promesses, Arnaud. C'est ça. Mais si, il a raison. Normalement, l'été, il y a toujours une promesse d'un bon film qui va sortir. Mais là, oui, j'avoue que on en reparlera. Mais ouais. Et du coup, Dernier train pour Busan. Et voilà, ouais, c'est un roller coaster, c'est une action qui finit jamais, mais qui arrive très bien à trouver un équilibre entre ses personnages, son action, etc., etc. Et à te les faire aimer, putain. Et à te les faire aimer, qui est d'une précision ahurissante sur sa mise en scène, sur cette manière de montrer l'action et voilà, c'est un voyage en train assez génial. Je pensais qu'on avait tout dit sur le film de zombies, et là tout à coup je trouve une nouvelle variation qui me plaît énormément. Ouais, il y a et ce que j'adore, moi ça m'a rappelé les vieux films catastrophes hollywoodiens où t'aimes tous les personnages et quand tu les perds un à un, à chaque fois c'est très très amer. Ouais. C'est vraiment, il y a des personnages que j'ai énormément aimés, quand je les vois se faire mordre par le zombie et me dire c'est fini, à chaque fois j'étais là mais non, mais arrête de tous les tuer, j'en peux plus. Ça change. Et ça c'est fou, mais c'est typiquement un truc qui n'existe plus aujourd'hui dans le film catastrophe hollywoodien. Que ce soit des choses comme Independence Day ou San Andreas, tu sais, enfin je parle du 2, Independence Day 2. En fait tu te fous de tout le monde, donc tu t'en fous quand il meurt. Et là, Dernier train pour Busan, il y a une vraie connexion émotionnelle. Pour moi, qui suis très client de films de zombies et qui considère qu'un film de zombies, c'est comment résumer la vie dans un film et de tout ce qu'il y a d'intéressant dans un être humain dans un seul film. Et ce film-là, c'est probablement mon film préféré de l'été. Ouais, tout simplement. Non, mais je partage votre enthousiasme, c'est vraiment une petite perlouse, quoi, ultra racée. C'est un vrai film de l'été. Ouais. Et avec cette fin qui est... Bah, à nouveau, toute la puissance des Coréens. C'est-à-dire, après t'avoir fait aimer les personnages, ils te font pleurer avec des choses assez gonflées. Enfin, on spoil pas ici, mais il y a un flashback on va final pas spoiler, qui je trouve est incroyablement gonflé et complètement cohérent avec ce que le film te raconte. Quoi. Enfin, juste beau. Quoi. Oui. Et ça suit en effet un élément des films catastrophes, c'est-à-dire les pères se sacrifient, qui est en effet une morale de film catastrophe, mais qui ici est vraiment pleinement prise à bras le corps et qui donne lieu à des scènes vraiment touchantes, quoi. Non, Train to Busan, et ben pour rebondir sur ce qu'Arnaud disait, moi je t'avais confié mon envie de revoir Deep Impact, la magie de Netflix. Moi le souvenir que j'en avais justement, c'était un de ces films catastrophes un peu précis, c'était le pendant sérieux d'Armageddon. Quand je dis sérieux, c'est à double tranchant, c'est-à-dire d'où Armageddon, ça doit être sérieux déjà. Et en même temps sérieux parce que j'avais le souvenir d'un film qui jouait vraiment avec des dimensions sacrées, et avec cette idée assez belle finalement, comment on fait quand il reste 8 semaines avant la fin du monde. Bon, alors le résultat c'est que c'est quand même une grosse merde. Je fais mon mea culpa, j'ai obligé ma copine à le voir, elle l'avait jamais vu. Non, et sur le papier, je pense que ça pourrait donner lieu à une très très belle mini-série si c'est tourné comme un épisode de Rectify, c'est-à-dire un film très calme. C'est-à-dire que t'as le scénariste de L'échelle de Jacob, Bruce Joel Robin, qui à mon avis a ramené tous ces éléments de sacré, qui les a vraiment pris à bras le corps et les a intégrés au film. Le scénariste d'Altman qui donne un film choral, mais le problème c'est que tu ne t'intéresses à aucune destinée, personne n'existe. Même pas à Théa Leoni et son père.
T'es allé au nid son père, je crois que c'est la palme de la pire scène. Moi, cette scène-là, un gamin m'avait fait chialer. Donc, tu vois, c'était un peu ma curiosité de me dire, est-ce que je pourrais encore chialer devant cette connerie? Est-ce que, ouais. Non, c'est Robert Duval est imbuvable en vieux briscard, non, c'est irregardable. Et ça me fait réévaluer Armageddon, quoi. Je crois peut-être que Michael Bay avait choisi la bonne stratégie, quoi. C'est-à-dire, allons-y, franchement, ça mais oui. Combinaison fluo. Moi, clairement, je préfère 1000 fois regarder Armageddon, que Deep Impact. Hein. Ouais. Non, parce que, ouais, Deep Impact, pour moi, c'est le film qui voulait se reprendre au sérieux. Ceci dit, il mériterait, t'as raison, un petit revisionnage, parce que je pense que je l'ai vraiment pas revu depuis que j'étais petit. C'est-à-dire que sur le papier, il y a moyen de faire un très beau film. Pour toi, du coup, ça tient pas le coup, quoi, pour toi. Bah non, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire que... Ouais, non, moi, le souvenir que j'en ai eu, c'est qu'on embrassait une foultitude de personnages, qu'on les accompagnait jusqu'à la fin ou à leur survie. Et en l'occurrence, on n'accompagne personne, c'est-à-dire tout est elliptique, t'as un gros problème de schizophrénie qui lie toutes les bonnes intentions du film, d'accord, on te fait venir le scénariste d'Altman, un maître du film choral, en même temps, te le moule dans une structure où t'as pas de temps à perdre avec les personnages. Puis Mimi Leder, oui, vu que c'est un film catastrophe. Ouais. T'aurais aimé justement, surtout que le parti pris du film, et ce qu'il te vend, c'est justement l'attente de la catastrophe et pas le spectaculaire, quoi. Le problème, c'est que Mimi Leder ne sait faire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, le spectaculaire est un peu tendancieux, surtout dans un film qui a essayé de te faire chialer quand on bousille des figurants numériques à la cuillère, quand on t'expédie quand on te tue un figurant numérique pour te faire marrer alors que t'es censé quand même chialer à ce moment-là, et surtout quand t'es censé être un peu pris dans la folie des événements, que la mise en scène est molle comme tout, quoi. C'est qui a réalisé ce film? Mimi Leder. Mimi Leder, qui était une des protégées de Spielberg à un moment, qui a été rompue à urgence. Donc voilà, l'emballage du projet n'était pas incohérent du tout. Hein. Mais Mimi Leder qui est très bonne à la télé en plus. Hein. Ah bah je pense qu'elle est très bien dans The Leftovers. Ouais. Mais dans The Leftovers, elle fait c'est elle la réalisatrice principale de The Leftovers. Alors, et elle c'est formidable le travail qu'elle fait sur la série. Quoi. Alors c'est marrant parce que justement, toi qui parlais de mini-série, de ça, je voulais absolument rebondir sur le fait que quelque part ça existait un peu parce que The Leftovers, alors c'est le contraire parce que du coup tu peux t'attarder sur les personnages parce que la catastrophe a eu lieu avant. Et c'est marrant, je savais même pas que c'était Mimi Leder du coup qui faisait les deux. Après, pourquoi je disais ça? C'était pour quel film dont je parlais? Ah bah voilà, c'était bon. Autre chose, c'était pour Hors Contrôle, mais c'est vrai que tu sais, il y a des réalisateurs quelque part. T'as envie de leur dire peut-être rester au format 50 minutes max quoi pour vous, parce que je sais pas, c'est très souvent quand tu vois leur long. C'est pas maîtrisé, quoi. T'arrives pas à tout me dire dans ton 1h40 correctement et tu fais traîner des choses qu'il faut pas faire traîner et tu me parles trop rapidement de choses qu'il faudrait rallonger et c'est vrai que, voilà. Autre truc que vous aviez vu ou pas? Ouais, moi j'ai un film que j'aimerais un petit peu évoquer aussi, c'est Tony Erdmann de Marraine AD. Ah oui. Et je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Ouais, mais je l'ai vu, ouais. Ok. Elle est pas vue. Alors, pour résumer le film un petit peu, c'est l'histoire d'un père allemand dont la fille est consultante. Donc consultante, c'est ce métier, on connaît tous quelqu'un qui est consultant, qui nous a expliqué ce que c'était, mais on a jamais compris en quoi ça consistait. Et donc dans le film là où on nous explique que grosso modo elle fait une étude pour essayer de faire en sorte qu'une entreprise externalise une partie de leur exploitation et grosso modo vire de nombreuses personnes pour sous-traiter en fait tout ça. Donc c'est très très dans le néolibéralisme et elle fait ça en Roumanie. Et son père se rend compte que y a quelque chose qui va pas dans sa vie, elle a l'air assez dépressive, donc il décide de lui rendre une visite surprise et de lui faire des blagues de papa quoi, des blagues pas forcément très très drôles mais assez touchantes. Et c'est un film sur cette relation père-fille. Il y a plusieurs choses d'intéressantes dans le film, c'est déjà l'aspect du travail en entreprise de la fille, je le trouve très juste et très très bien recherché. Et il y a une manière, je trouve, de développer un rythme assez étrange pour une comédie comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les gags tombent à plat, parce qu'il y a toujours un temps en trop après la blague pour nous montrer que la blague ne marche pas en fait. Tu vois ce que je veux dire, d'accord. Et donc la blague se transforme en malaise, un peu comme peut faire Judd Apatow, tu vois, dans ces films. C'est un film que je trouve très intéressant, qui m'a un petit peu déçu, je dois t'avouer, parce que on en a parlé dans les médias, les critiques on parlait de ce film comme si c'était un peu la 8e merveille du monde. Alors je sais pas, moi je m'attendais à un film de la trempe de Citizen Kane, tu vois, et donc je crois que j'avais beaucoup trop d'attentes pour le film, j'ai été un petit peu déçu, mais après l'avoir vu et après y avoir repensé, je me rends compte que ouais, c'est quand même un très bon film et que c'est un film
très intéressant et à aller voir. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah, moi, je suis, Tony Erdmann, c'est un gros problème pour moi. C'est-à-dire que je suis très très sensible au parti pris culotté du film. C'est-à-dire que sur le papier, le film, on pourrait aussi le résumer par un père décide de sauver de l'aliénation libérale sa fille en utilisant un coussin péteur. C'est un peu ça. C'est ça. C'est complètement ça, le film. Et je pense que moi, ce qui me bluffe dans Tony Erdmann, c'est que pendant tout le film, j'étais scotché au fait qu'elle tient un film aussi ténu sur 2h40. Et en même temps, c'était un peu ma limite. C'est-à-dire que mon engagement émotionnel, à un moment, c'est un peu amenuisé, je dois avouer. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je me disais, je ressens tout ce qu'Arnaud a décrit, c'est-à-dire peut-être pendant 1h30 de film, où je me dis, ce mec, c'est à la fois la meilleure chose qui a dû arriver à cette fille, et en même temps la pire chose, c'est-à-dire qu'il la plonge à chaque fois dans un malaise qui remet en perspective son regard sur le monde dans lequel elle évolue, sur lequel lui est à la fois comme une espèce d'intrus. C'est un petit côté chercher Charlie, ce film. C'est-à-dire que au moment où il y a même un All is Lost au milieu du film, enfin je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, Arnaud, c'est que son père lui rend une première visite et disparaît. Elle se retrouve un peu seule, on retrouve ces discussions de poufias où le libéralisme contamine même la langue, c'est-à-dire leurs conversations sont performatives, c'est-à-dire c'est le culte de la performance, et on en vient justement à oublier ce père, et son retour dans le film est vraiment plutôt réussi. Et il ressurgit littéralement de l'image. Avec applaudissements dans la salle, là où j'étais. C'est assez... On va peut-être un peu spoiler, mais grosso modo, cette scène est magnifique. Il y a une discussion entre cette fille et parce que du coup, vous me donnez envie de le voir. Entre cette fille et deux de ses copines, où elle explique qu'elle est un peu fatiguée parce que son père lui a rendu visite ce week-end, qu'il l'a saoulée, grosso modo, et elle en avait marre de la voir dans les pattes. Et à ce moment-là, il y a une forme qui surgit de l'image, comme ça, mais je te jure, il était derrière pendant toute la conversation et tu l'as pas vu. Il surgit de l'image avec une perruque dégueulasse qui lui arrive jusqu'au niveau des épaules. Il leur propose un verre de champagne et t'as ce type qui surgit comme ça tout d'un coup, qui revient dans la vie de sa fille. Et il y a un jeu qui se développe entre les deux, c'est-à-dire il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, pour un certain Tony Erdmann, qui est coach en vie, qui coach les gens dans leur vie, qui est consultant de vie, comme Amélie Poulain, et qui commence à raconter des conneries plus grosses que lui. Et bizarrement, il y a un jeu qui commence à s'organiser entre lui et sa fille, et tout le monde a l'air de croire que ce Tony Erdmann est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. Et la fille entre dans le jeu, c'est-à-dire elle va dire à personne que c'est son père. Et tout le monde va continuer à en croire que c'est son coach de vie, et il y a un truc assez intéressant qui se développe. Moi, je dois avouer que je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça commence à durer le film, il y a des moments où j'ai un peu perdu, où il y a des choses qui me paraissent un petit peu artificielles, même dans le film et tout ça. Il y a quelque chose qui revient à la fin, il y a 2 séquences, on va pas en parler parce que là c'est beaucoup trop spoiler, mais je pense que tu vois une séquence de comédie pure, ouais. Et une séquence de comédie pure qui est super, et la dernière séquence du film qui moi m'a tiré la petite larmichette quand même. Ouais, bah voilà, mission accomplie pour le film. Moi j'avais un peu décroché à ce niveau-là, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment, je te dis, le film casse-tête. C'est-à-dire que je suis hyper heureux qu'on arrive à tenir un film comme ça. Parce que comme je te dis, c'est un film vraiment ténu, c'est-à-dire que c'est une idée qui est déclinée et nuancée, je pense, de séquence en séquence. Ce qui fait que même à la fin, tu pourrais te dire, moi la frustration que j'avais, c'est que il y a des petits artifices sur la fin avant la dernière scène qui m'ont un peu déplu. Une espèce de petit moment de suspense, il y a même un personnage secondaire qui revient, mais enfin bref, c'est que Tony Erdmann, c'est typiquement le genre de film où je ne sais pas si j'ai envie que ça continue encore 6 heures comme ça, parce que ça pourrait, étant donné que elle-même, mais c'est peut-être là où à la fois, tu vois, le film touche à quelque chose de très fort, c'est que je ne peux plus, au bout d'un moment, ne pas être dans ce film sans qu'il y ait cette relation entre deux. C'est-à-dire que pour moi, elle les a tellement soudés, leur dynamique entre lui qui est dans la bouffonnerie, elle qui a un pied dans le système et un autre vers son père, quoi. C'est une histoire aussi un peu de réconciliation, même si, à nouveau, et c'est là où le film est très subtil, c'est une histoire de dévoration, parce que, à la fois, cette fille, tu vois, tu verras, elle est rigide et tout, mais je pense qu'elle a aussi été bouffée par son père. Ouais. Et d'un autre côté, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film très fragile. C'est aussi ce qui fait sa valeur, hein. C'est-à-dire que, comme je te dis, il va tenir 2h40 sur ce propos-là qui est à la fois indispensable à notre époque et en même temps complètement casse-gueule dans le sens où comment tu renouvelles juste ce principe de... Mais voilà, d'une manière générale, c'est quand même un très beau film sur la génération des expats, en fait, sur cette manière, en fait, de parler de ça. Et je crois que c'est le premier film que je vois sur ça, en fait. Et qui le fait d'une manière très très juste, en fait. Est-ce que, je vais juste, pour terminer sur Tony Erdmann, je vais juste poser une question qui clairement a un petit peu conditionné le fait que je l'ai pas encore vu. 2h40, du coup, ils tiennent le truc sur 2h40, mais pourquoi ?
Pourquoi 2h40? Justement, c'est juste vraiment... un film tout en petit glissement. Mais en fait, parce que moi, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est avec Judd Apatow, et Judd Apatow, il fait... 2h25. Ouais, de Funny People, ça dure aussi 2h40, et c'est un peu le même propos, c'est-à-dire c'est... Funny People, ça dure 2h40? 2h25, Arnaud. 2h25, bon, j'exagère. On est Zack Snyder, là, on est dans ces eaux-là, en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, on est dans ces eaux-là, et c'est un peu le même travail, c'est-à-dire chez Judd Apatow, il y a toujours cette manière de d'abord présenter un gag, de l'épuiser et d'aller plus loin pour essayer de développer. Et là, il y a aussi ce travail sur ce rythme-là. C'est-à-dire, c'est pas juste la blague, c'est comment ensuite instaurer le malaise, comment... Donc il y a un travail sur le rythme qui est très très intéressant dans le film, en fait. Du coup, ça va être cette question-là que je vais poser, parce que moi, tu vois, tu m'apprends qu'il dure 2h25, parce que moi, je me mets Funny People, tu vois, ça coule crème, tu vois, et je me réveille et je me suis pas rendu compte que ça faisait 2h30. Mais est-ce que justement c'est comme un film de D'Apatow ou tu te fais quand même un peu chier, quoi? Non, tu te fais pas chier. La tu te fais pas chier. orientée. Non. Ouais, très terre à terre, parce que 2h40 pour une comédie, c'est quand même genre, non, tu vois. Ça fait partie des films longs qui m'ont surpris, entre ça et The Strangers. Ouais. Strangers, après, je pense que la durée, enfin, vous en avez déjà parlé. Moi, je crois que ça faisait très très longtemps. Enfin, pour moi, c'est le pinacle du cinéma populaire cette année. Ça faisait très très longtemps que mon point de vue dans un film se ressourçait autant. C'est-à-dire que je débute la première demi-heure, c'est une enquête, je la suis, je me marre, film coréen. J'ai une distance, c'est-à-dire en tant que spectateur, c'est-à-dire qui est l'assassin, qu'est-ce qui se passe. Ensuite arrive cette imagerie zombie presque haïtienne. Ouais. Et je crois que arrivé à la fin du film, il y a quelque chose qui s'est passé dans The Strangers. Enfin, je pense que pour tous ceux qui ont adoré le film, qui sont rentrés dedans, c'est qu'à un moment, le réalisateur m'a mis dans le point de vue de son personnage. Et lui, c'est le réalisateur qui a une longueur d'avance sur moi. C'est-à-dire que dans le dénouement, c'est la première fois que j'en ressors à ce niveau-là d'épuisement. Je trouve ça même plus puissant que le dénouement de Seven, quoi. C'est-à-dire que je suis dans un état de sidération. Vraiment, c'est vraiment un film où j'y suis allé par un levier. C'est-à-dire, ensuite, il y a cette question des croyances démoniaques avec le catholicisme, aussi des traditions locales. Et j'étais complètement, j'ai fait vraiment un glissement dans ce film. C'est la première fois de l'année que, peut-être avec The Witch, que mon regard est à ce point-là finit par être en adéquation avec celui des personnages. Après, c'est vrai que ça amène une vraie question, parce qu'on a l'habitude, surtout en Occident, d'avoir des films entre 1h30 et 2h. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas est-ce que les 2h40 c'est justifié, c'est juste qu'est-ce que tu racontes avec le temps. Et tu racontes pas la même chose en 2h40 qu'avec 1h45. C'est-à-dire que même Funny People, tu peux pas le raconter à 1h45. Non. Si t'enlèves tout ce qui est entre guillemets pas nécessaire, tu changes le propos du film. Et je pense que Tony Hardman, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire, si tu coupes ce qui est pas nécessaire, les pauses qu'il peut y avoir dans les scènes, etc., en fait, tu changes la nature du film. Ouais. Juste pour dire, The Stranger, épisode 17 de fin de séance. Donc, pour ceux qui écoutent, s'ils veulent aller écouter Arnaud et moi, on a pu en parler. D'autres films, encore, peut-être. Moi, je voulais parler d'un truc que j'ai vu au cinéma qui s'appelle Lights Out. C'est un petit film d'horreur. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. J'ai pas vu. C'est ouais, voilà, c'est un film de David Sandberg et c'est tiré de son court-métrage qui a pas mal tourné sur le net, sur Facebook et YouTube, en gros, qui est plutôt pas mal fait. Ouais, voilà, c'est le principe, c'est qu'en fait, il y a une créature d'obédience féminine, hein, dont tu vois que les contours et que tu ne peux voir que, en gros, quand tu éteins la lumière. Et à chaque fois que tu rallumes et que tu éteins, ça peut se rapprocher de toi. Ils en ont fait, je t'avoue, un film moyen, voilà, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas très crédibles, même si ça veut suivre, tu sais, les logiques du film d'horreur où on va enquêter sur l'origine d'un espèce de fantôme ou de créature, tu sais pas d'où ça vient, et donc tu te retrouves, tu sais, avec des vieilles photos des années 70, un dossier d'un asile psychiatrique, des conneries comme ça. C'est que je trouve un petit peu moyennement amené. Et également, pour rajouter dans les malus des trucs, c'est que les jumpscares sont assez mauvais, en fait. J'ai envie de comparer ça j'ai envie de comparer ça à Conjuring, où clairement, tu l'as vu 1000 fois, tu sais que ça va arriver, mais comme on le disait, The Conjuring 2, pardon, on en a parlé dans justement l'épisode, je sais plus combien de fin de séance, où tu sais que ça va arriver, mais quand même James Wan, qui produit d'ailleurs ce film, réussit pas mal à te faire peur quand même malgré tout, tu vois. Alors là, c'est marrant parce que
Le jump scare, juste le moment où tu dois sursauter est mauvais parce que il a de mauvais choix probablement de maquillage ou du monstre entre guillemets à te présenter et à quel moment. Par contre, l'attente du jump scare est presque meilleure que pour Conjuring 2, c'est-à-dire que vraiment t'as peur, quoi. T'es là, t'as l'estomac qui se noue un petit peu, et c'est un peu dommage, parce qu'à chaque fois, ça tombe à plat, son jumpscare, alors que c'est con, il fallait juste y aller à donf, quoi. Fallait y aller à mort, mettre une putain de tête qui arrive de côté, quelque chose comme ça. Parce que... Alors, c'est probablement le truc le plus basal du monde chez un être humain, c'est la peur du noir. Et ça marche, je trouve, très très bien sur l'attente du jumpscare. Mais voilà. Après, voilà, petit film normal, je lui mettrais genre 2,5 miam, parce que ça se regarde assez rapidement. Si vous voulez voir ça avec des potes à minuit, 1h, ça passe bien. Je voulais parler aussi d'un autre truc, qui est un vieux film des années de 1970 qui s'appelle Colossus, The Forbidden Project, que je n'avais jamais vu. Et en fait, suite à notre discussion sur Silent Running, et parce que aussi parallèlement je lis un bouquin sur l'intelligence artificielle, ça m'a donné envie de voir ce film. J'essayais de rechercher un petit peu quels étaient les films qui parlaient de ce genre de conneries. Et du coup, en français, ça s'appelle Cerveau d'acier. C'est réalisé par Joseph Sargent et c'est avec l'acteur qui s'appelle Eric Braeden qui joue un des rôles principaux dans les Feux de l'amour. Ok. Ah mais je vois. tu vois sa gueule. Ouais, je vois sa gueule. Et ben à l'époque, du coup, c'était un acteur normal, tu vois, de cinéma. Et la baseline du film, c'est que voilà, c'est le docteur Forbin qui va créer un super ordinateur auquel on confie l'arsenal nucléaire américain, et aussi bien dans sa gestion que dans son utilisation pour s'affranchir de l'erreur humaine. Et dans la pure lignée des bons bouquins de SF, je pense notamment à Ray Bradbury et l'ordinateur Multivac qui devient un super ordinateur qui veut essayer un petit peu de prendre le contrôle ou plutôt qui prend un petit peu le contrôle du monde, des choses comme ça. Ben en fait, voilà, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les Américains se rendent compte que les Russes ont créé exactement, quasiment le même super ordinateur et qui vont rentrer en ligne à quelques jours près. Et de là commencent un petit peu des soucis parce que justement les ordinateurs vont vouloir communiquer entre eux et créer un meilleur futur pour l'être humain. Et pour le coup, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. J'ai passé un très bon moment quand j'ai regardé ce film. Et c'est marrant parce que au tout début, on te dit qu'en fait, leur super ordinateur va prendre toujours les meilleures décisions parce qu'il va monitorer toutes les communications qui existent pour prendre les meilleures décisions. Et du coup, en une phrase, quelque part, on retire la vie privée de tout le monde. Mais en même temps, tu te dis, comme c'est un ordi qui joue le rôle de la NSA, ça passe plus facilement. Sauf que le reste du film va te montrer que quand l'ordinateur commence à avoir une espèce de conscience et une volonté, bah justement, t'as plus envie qu'il ait cet accès sur ta vie privée. Donc, enfin bon, bref, c'est plutôt pas mal et j'avais plutôt bien aimé ce film. Vous pourrez le trouver en Blu-ray ou dans votre médiathèque, tout simplement. Et juste petit rapide mot aussi sur un truc qui est sur Netflix France et Netflix Monde. Qui est un documentaire qui s'appelle Tony Robbins, I Am Not Your Guru, qui est sorti cette année de Joe Berlinger. Ah, Joe Berlinger. Et tu le connais? Il avait couvert les émeutes de Rodney King, je crois, il avait fait un documentaire là-dessus. Ouais, je crois qu'il avait fait ça aussi, ouais. Il avait décroché le job pour faire Blair Witch 2. La tristement célèbre suite, ouais. C'est un mec, je crois, assez réputé dans le milieu du docu américain. Bah plutôt, oui. Et là, je t'avoue que... Alors, l'historique, si j'ai bien compris, c'est que... Alors, Tony Robbins... Alors, si le titre de ce documentaire ne s'appelait pas I Am Not Your Guru, j'aurais décrit Tony Robbins comme étant un gourou super connu. Aux États-Unis, le gourou de l'amélioration personnelle
et des espèces de conférences avec beaucoup de motivational speak, etc. Et en fait, ça se focalise sur un rendez-vous annuel d'une petite semaine qu'il donne à tous ses followers à un endroit qui s'appelle l'hôtel Boca Raton en Floride, où il y a 2500 personnes qui payent $5,000 chacun pour être au truc. Bon, après, je t'avoue que quand tu commences à voir le doc, tu te dis $5,000, franchement, ça les vaut parce qu'il a il y a une team incroyable qui bosse avec lui. Du coup, tu te dis quand même pas mal d'argent passe en frais. Mais c'est... Même si je le vois avec quand même un œil cynique dans ce documentaire, tu ne peux pas nier le pouvoir assez incroyable qu'a cette personne quand elle parle à des gens. Et ça commence un peu bêtement par une fille de 19 ans qui, en gros, il donne la parole aux gens qui sont dans la salle. Et cette fille va te présenter un problème diététique dont tu te dis ferme ta gueule, t'as 19 ans, ton plus gros problème c'est de manger en dehors des repas, en plus t'es pas grosse, ta gueule, tu vois. Et en fait, c'est un moment qui cristallise assez bien tout ce qu'il fait dans ces rallyes-là. C'est qu'en fait, il va aller jusqu'au fond des problèmes et tu commences à savoir que c'est parce que son père est un addict et qu'il y a des problèmes familiaux, etc. Et c'est assez fascinant, en fait, de regarder ça. Ça dure 1h50, quelque chose comme ça. Et franchement, j'aurais pu regarder encore plus de gens à qui il aurait pu parler et essayer de résoudre leurs problèmes en allant à la racine de leurs problèmes. Alors, tu me diras quelles sont ses capacités, on va dire, médicales pour faire ça, parce que clairement, c'est quasiment de la psychologie en direct. C'est vrai que pour le coup, il est pas du tout diplômé de quoi que ce soit, mais tu te dis ça fonctionne. Et alors Joe Berlinger, le problème c'est qu'il semblerait qu'il ait été conquis aussi par ce mec-là avant de faire le documentaire. Donc tu te dis c'est probablement un peu partial et tu peux toujours regarder le chose de manière cynique en te disant, par exemple, il fait un truc où quand il parle à une fille qui vraiment, elle sort vraiment de la merde la plus horrible possible, genre elle était enfant dans un culte, dans une espèce de secte où il y avait de la pédophilie, des choses comme ça. Oui, une secte. Et bon, il y a un échange qui se crée et son gros truc chez Tony Robbins, c'est de dire tous les problèmes que vous avez eus dans votre vie sont aussi ce qui vous pousse à vivre actuellement. C'est la théorie de Tulsa Doom dans Conan, tu vois ce que je veux dire? Parce que il disait, genre, j'ai tué tes parents, je suis le méchant, mais en même temps, si t'es devenu fort, c'est grâce à moi. Donc, et c'est un peu ça qui vend aussi à ses auditeurs. Et à un moment, il dit, oui, je veux qu'il y ait 3 personnes en qui tu fais confiance et qui te suivront pendant 6 mois, voilà, pour faire un check-up, voir si tu vas bien, etc. Donc ça crée en gros de la relation sociale. Et à mon œil cynique, ils se disent, mais ils vont vouloir la baiser, ces mecs, c'est obligé. Et elle va être vraiment dans la merde. Mais ça change pas que dans tout ce qu'il fait, tu te dis, en fait, si c'est bien pour ces gens-là, ça fonctionne. Et c'est juste fascinant, en fait. Je t'avoue que j'ai commencé ce doc à 2h du mat en me disant, je vais juste regarder 10 minutes pour que demain, je me rappelle qu'il faut que je le continue. Et j'en ai regardé 1 heure. Donc, j'ai pas pu m'arrêter. C'était vraiment le sommeil qui m'a extirpé de ça. Donc voilà, je dirais que ce serait à checker. C'est intéressant. Rappelle-moi le titre. Quoi qu'on en pense. C'est Tony Robbins, I Am Not Your Guru. D'accord. Voilà. Voilà, j'ai rien vu d'autre de spécial pour le coup ces derniers temps. Je pense que on peut dire au revoir à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui veulent rester pour la partie spoiler, restez un petit peu. Au revoir à tous. Tu vas repartir, c'est ça? Je réalise que c'est ça que je voulais depuis le début. Un bébé pour moi tout seul. Tout va bien alors, vous êtes content? Tu veux pas poser ce fusil?
fous la trouille avec ça. Est-ce qu'on commence la partie spoiler ? Allons-y. De rester vertical. Alors, les choses que tu voulais dire absolument. Bon, déjà... et là, libère-toi, tu dis tout. J'aimerais parler de plusieurs scènes du film assez étranges. Il y en a une qu'on a déjà évoquée. À un moment donné, donc après la naissance de son fils, il y a le grand-père de l'enfant qui décide de prendre le bébé et de l'amener sur le cos pour s'en servir comme appât pour attirer les loups, pour les tuer. Et qui arrive comme ça au milieu du film, tu sais pas vraiment pourquoi. Et donc à ce moment-là, il y a le père de l'enfant, Damien Bonnard, qui y va pour prendre le fils et qui décide de partir parce que c'est un peu étrange, quoi, un grand-père qui fait ça. Et ce genre de séquence, ça arrive à plusieurs moments, comme tu l'avais évoqué aussi. Il y a un moment donné où il retrouve en fait un clochard à qui il avait donné de l'argent à Brest, et tout d'un coup, il y a ces clochards qui en mode zombie vont se mettre à se jeter sur le personnage principal qui a le bébé entre les bras. Il y a une émeute qui se passe autour d'eux et finalement le héros est sauvé par le grand-père de l'enfant qui arrive à Brest, on ne sait pas trop pourquoi, qui le sauve de ces clochards, et Damien Bonnard se retrouve nu au milieu de Brest parce qu'il a été dépouillé de toutes ses possessions, et c'est le moment vraiment où il a plus rien, il est devenu comme ces clochards qu'il avait rencontrés au début, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout perdu, quoi. Il y a une autre scène un petit peu de ce genre. Alors je l'ai dit en mode comme ça, mais après il y a un propos parce que je vais les lier ensemble. Il y a son producteur qui arrête pas de le harceler au téléphone pendant tout le film pour lui demander où en est le scénario. Lui, il n'a pas écrit une seule ligne et ça dure plus d'un an en fait, ce moment où Bah oui, forcément, vu que il y a les 9 mois, le temps d'avoir le gosse, voilà, etc. C'est ça. Donc ouais. Et à un moment donné, alors qu'il est dans un marais, il y a le producteur qui le retrouve, qui est habillé en personne qui fait un safari en Afrique, qui a un fusil, qui est sur une barque et qui veut rechercher le type pour l'obliger à écrire son scénario. C'est tellement bizarre, ouais. Et finalement, il va se mettre à en écrire une partie, ça plaît au producteur, ça lui plaît pas à lui, donc il va fuir encore une fois parce qu'il passe son temps à fuir dans ce film. Dès qu'il a des responsabilités, il se met à fuir pour aller ailleurs, en se disant que ça sera mieux ailleurs, et ailleurs, à nouveau, il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Il reprend des trucs dans la tête. Fuir. Ceci dit, juste pour cette scène, c'est la scène la plus reposante de ce film parce que t'es dans un milieu calme avec des gens sains, normaux, tu sais, que ce soit ou le producteur ou même la meuf qui utilise des branches pour te soigner, elle est normale comparée à tous les autres persos. Et tu sais, il est dans un environnement cool en fait. Et il y a que pendant cette scène où j'ai pu aussi, avec tu sais ces fameux plans larges dont je parlais, te reposer un peu, te dire putain, c'est normal, tout va bien ici. Et pourtant il s'en va. C'est vrai. Et ensuite, je voulais parler aussi de la scène finale qui, peut-être pour moi, je crois que c'est une des plus belles scènes de l'année en fait. Je le trouve juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la fin du film, alors qu'il est démuni de tout et qu'il se retrouve à travailler dans la ferme de son beau-père, il tombe enfin nez à nez avec ce loup qu'il recherchait depuis le début du film. Il y a un moment assez beau où il a envie de le toucher. Et alors qu'il s'approche de lui, il y a petit à petit plein de loups qui commencent à tous les entourer, où tu sens qu'ils sont prêts à leur bondir dessus, mais les loups restent fixes comme ça. Et il y a un dernier dialogue où il y a Damien Bonnard qui parle à son beau-père et qui lui dit que le seul moyen de les éviter, c'est de ne pas leur montrer qu'on a peur et de rester droit. Parce que ainsi en fait et qu'il ne faut surtout pas se courber, parce que ça serait donner une impression de faiblesse et que les loups se jetteraient sur lui. Alors il y a quelque chose la fois très beau dans cette scène en soi. C'est difficile à dire comme ça parce que c'est très cinématographique en fait, il faut le voir pour comprendre l'émotion qui s'en dégage. C'est aussi une allégorie du film où il y a quelque chose qui résume en fait tout ce qui se passe. C'est un type qui donne l'impression que tout va bien alors que son monde s'écroule autour de lui, qu'il est assailli par ces loups à la fois figurativement et littéralement à la fin du film. Et en fait, ce que je trouve de commun dans toutes ces scènes, c'est qu'elles paraissent très étranges, mais qu'elles ont quelque chose de familier. C'est-à-dire que cet enfant qui est donné en sacrifice au loup, ce type qui est dépouillé par une horde de gens affamés autour de lui, etc., etc., c'est le genre de scène que j'ai pu même voir au cinéma, mais on a l'impression que c'est un cauchemar. C'est-à-dire que dans beaucoup de films, j'aurais pu avoir une scène comme ça, et le héros se serait réveillé.
C'est-à-dire que ça aurait été un symbole sur ce qui se passe dans sa vie, mais le héros se serait réveillé. Et j'aimerais faire un parallèle avec le premier long métrage de Alain Guiraudy, Pas de repos pour les braves. Et pour résumer Pas de repos pour les braves, c'est l'histoire d'un type qui, en rêve, a vu la figure de la mort, qui s'appelle Faftao la Houpo, et qui lui a dit qu'il pourrait dormir encore une fois, mais qu'une fois qu'il aurait fait cette dernière nuit, il allait mourir. Ouais. Et donc toute l'histoire du héros dans ce film, c'est qu'il va passer son temps à ne pas dormir, parce que s'il dort pas, il meurt pas. Et petit à petit, en fait, il commence à mélanger le rêve et la réalité. Il y a beaucoup de séquences de rêve qui arrivent, et au bout d'un moment, il arrive plus à faire la différence entre les séquences de rêve et de réalité, parce qu'il ne dort plus, en fait. Et je crois que c'est une clé de lecture de tout le cinéma de Guiraudy, c'est-à-dire que dans ce premier long métrage, il y a quelque chose de très littéral, c'est-à-dire que même si la frontière est poreuse entre le rêve et la réalité, il y a encore des choses qui existent entre les deux. Et petit à petit, dans son cinéma, il y a ça qui va être remis en question, je trouve, jusqu'à ce film où ça atteint son apogée, c'est-à-dire que on a clairement des scènes de cauchemar, sauf que maintenant, dans le cinéma de Guiraudy, en fait, le cauchemar ne finit plus. C'est-à-dire tu te réveilles et tu dois subir les conséquences de ce cauchemar. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ces scènes de cauchemar, ça a un impact sur la vie réelle de ce type. Et j'ai l'impression que que ça peut être une clé de lecture du film. C'est qu'est-ce que c'est que d'être perdu dans un cauchemar, en fait. Oui, dans les gens qui se perdent, c'est vrai que j'ai l'impression que les hommes esselés, c'est un peu quelque chose là aussi de récurrent, mais je pense que c'est un des gros maîtres mots de ce film, c'est la récurrence en plus du malaise, parce que comme tu disais, on revoit toujours les mêmes endroits, et dans chacun de ces endroits, t'as quelqu'un qui est seul, quoi. Parce que le père de Marie, au final, le fermier, il était seul parce que Marie était là normalement temporairement. C'est pareil pour Marcel le vieux, et même Léo, le protagoniste, il est censé être seul. Et par contre, Léo, à chaque fois qu'il va justement voir un de ces mecs-là, il va déclencher quelque chose. Il va déclencher le fait de vivre sa sexualité, tu sais, en devenant amants les uns avec les autres, parce que c'est un peu ce qui se passe. Oui, parce que tout le monde désire tout le monde, hein, dans ce film, c'est le principe de base. D'ailleurs, c'est pas que je sais pas, hein, c'est pas qu'il y a un background d'homophobie ou quoi que ce soit, mais c'est que l'homosexualité dans ce film, c'est toujours une surprise pour moi. Ça a été toujours une surprise, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, personne ne sait draguer correctement, en fait, parce que moi, au début, je croyais réellement, ou alors c'est peut-être ma naïveté, je croyais réellement qu'il voulait juste faire littéralement un essai au gosse, là, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai même été un peu surpris qu'on lui prête des intentions, on va dire lubriques, quand Marcel lui dit tu l'as chauffé le petit. Moi j'étais là genre bah non, il lui a juste demandé, ça va, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a des scènes homosexuelles, homosexuel dans le sens où clairement il y a des avances très prononcées qui sont faites, tu vois, que ce soit par le père de Marie ou les discours de Marcel par rapport à ce gosse. Ça me surprend parce que ça sort un petit peu de nulle part, alors que justement il y a toujours eu au moins pour Marie, tu les vois parler un petit peu avant, tu vois. Mais après parce que moi je suis habitué à ça, dans le sens où tout le cinéma de Guiraudy, c'est le principe, c'est qu'il n'y a pas de sexualité marginale. C'est-à-dire que dans tous ces films, l'homosexualité est pas montrée comme quelque chose de marginal, c'est juste quelque chose de normal qui arrive partout, que ce soit la gérontophilie, tout le monde est désirable, les gros, les vieux, l'homosexualité c'est quelque chose de tout à fait normal, et c'est quelque chose qu'il a toujours développé ça dans tous ses films. Mais il y a toujours quelque chose de très marrant. Moi j'aimerais juste une scène qui m'a fait hurler de rire, c'est à un moment donné, il va voir Marcel qui est malade, qui est assis sur son lit, et Marcel lui explique qu'il en a marre un peu de Johan parce qu'il essaie de l'enculer en permanence, et que lui en fait il en a marre que tout le monde lui fasse des avances sexuelles. C'est le type à 80 ans, tu vois, il est sur son lit, et il dit et là il y a Léo qui lui répond mais enfin pas tout le monde, moi je t'en fais pas. Et là il y a Marcel qui lui répond mais pourquoi t'es assis sur mon lit alors, c'est pour la gloire de la reine d'Angleterre. Et là il y a là j'étais mort de rire au cinéma quand j'ai entendu ça.
Non, mais pour redire, mais en fait, c'est pas que c'est que je considère que c'est marginal ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a pas les mêmes prémices de rapprochement entre les personnages. Entre les hommes, c'est toujours en fait, purement. Ah non, mais tu ne veux que du sexe, c'est sûr. Mais c'est-à-dire si tu me parles, c'est que tu veux du sexe. C'est à un moment donné avec son beau-père, il y a son beau-père qui lui fait des avances sexuelles et Léo les rejette. Et après il y a le père qui dit bah tu vas pas me dire que tous les signes que tu m'as envoyés je les ai mal compris quoi. Et il y a Léo qui a dit oui bon peut-être que je te désire mais je vais pas me coucher avec toi parce que t'es le grand-père de mon fils. Et à ce moment-là t'es un peu surpris mais quand tu refais le déroulement de ce qui s'est passé avant, il y a des plans un peu érotisants de Jean-Louis qui met sa tenue de fermier ou quelque chose comme ça, et c'est juste que juste qu'il a pas un physique habituel et pas facile, tu le vois pas forcément comme des plans érotisés, alors que j'ai l'impression que Guiraudy veut les montrer comme des plans érotisés, tu vois ce que je veux dire? Oui mais cette scène pour le coup, parce que ce que répond Léo c'est quand même qu'il dit que oui effectivement il a peut-être envoyé quelques signaux, tu vois. Oui, alors qu'en fait tu les vois jamais ces signaux, tu fais genre mais oui, vous ça, êtes sûr là? Et c'est un peu ça qui est assez drôle aussi au final dans cette façon de voir justement c'est toute la sexualité, toute la bisexualité du perso. J'aimerais justement en parlant de ça la phrase du film. C'est une phrase qui n'est pas prononcée mais qui est lue dans les journaux La Dépêche là. C'est « Il sodomise le vieil homme avant de l'euthanasier sous les yeux de son bébé ». C'est parfait. C'est genre, tu ne peux pas faire mieux en termes de comique parce que c'est incroyable. En fait, c'est vrai, c'est littéralement vrai. mais c'est très drôle parce que c'est là où il devient fugitif d'ailleurs. À partir de ce moment. Mais avant, t'as vu cette scène d'euthanasie où il couche avec lui presque par charité, où il y a quelque chose comme ça. Et quand tu vois cette scène, il y a quelque chose d'assez pur en fait dans ce qui se passe, dans ce qu'il fait. Et après, la manière dont c'est retourné par les médias et qu'ils en parlent vraiment. Tu vois, comme complètement. Ce truc. D'ailleurs, ouais, pour dire, il le fuck to death, quand même. Oui, c'est ça. Le gars. Il le sodomise à mort, en fait. Et alors, bon, à parler, rare, parce que ils sont rares quand même, donc voilà, il y a un pénis en érection et quand même un vagin qui donne la vie. Un pénis qui donne la mort, du coup. Ouais, c'est ça. Et une scène de naissance aussi. Et d'ailleurs, il y a même un raccord très audacieux, c'est-à-dire que d'abord, il y a un plan sur ce vagin au moment de l'insémination, on va dire, au moment où il faut le bébé. Au moment de la conception, donc, et ensuite, vois, et ça coupe brutalement sur l'accouchement, et tu coupes les... Parce qu'aussi, c'est un film très elliptique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le personnage de Johan, où tu le retrouves à plein d'endroits, etc., il y a beaucoup d'ellipses et il te faut un petit peu combler les trous en permanence comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a un très beau travail sur le temps qui passe. Ouais. Mais il y a un beau travail sur le temps qui passe, tu vois, sur cette manière de couper les choses comme ça pour en arriver au moment brut, au seul moment où il se passe quelque chose, c'est-à-dire sur ces lieux en particulier, parce que finalement la route en elle-même est assez peu filmée, quoi. On est beaucoup, tu vois, sur les lieux. Il y a quelques plans qui sont très beaux de la route, tu vois, mais qui sont toujours sur l'arrivée dans ces lieux importants, quoi. Oui, en fait, c'est comme si c'était une cinématique, tu sais, de jeu vidéo auquel t'es censé comprendre. Ah, mais ça y est, s'il prend cette route la nuit, ça veut dire qu'il va aller à Brest. Et surtout, après, tu vas à Brest. Tu reconnais toujours, c'est-à-dire, il y a des éléments dans le décor qui nous plantent toujours exactement l'endroit où on est géographiquement, c'est-à-dire on a beau couper d'un endroit à l'autre et faire des ellipses, on n'est jamais perdu en fait dans le parcours du personnage, tu vois. Il y a quelque chose qui est créé comme ça dans le parcours qui est assez bien foutu, je trouve. J'aimerais dire aussi que il est possible que mon esprit commençait un petit peu vagabonder à la fin, mais j'avoue que ouais, la scène finale et l'apparition du générique assez abrupte, ça m'a totalement reconquis, parce que cette scène finale, je la trouve vraiment géniale. Mais je sais pas, je la trouve profonde, c'est presque un court-métrage en soi, mais qui conclut le film d'une manière magnifique. Totalement, parce que on revient déjà sur le titre du film, et sur le fait que... alors je sais pas si là encore c'est moi qui vais remettre ça, mais c'est parce que je suis beaucoup trop un fan de John Carpenter, et à chaque fois j'ai envie de mettre un sous-texte social dans un film, et de dire que malgré... l'appauvrissement inéluctable, tu sais, des plus démunis, etc. Les gens restent quand même des humains, et ils doivent rester debout. C'est un peu la dignité de l'être humain face
au loup qui est clairement, bon, ça va paraître très très disserte de philo de terminale, l'homme est un loup pour l'homme, clairement pour moi c'est la représentation de, on va dire alors peut-être pas des nantis ou quelque chose comme ça, mais en tout cas de la pression que les plus démunis peuvent recevoir, mais le besoin de se dire oui, mais c'est pas parce qu'on a ça qu'on va se courber, il faut qu'on reste debout. Et après c'est marrant parce que je vais dans ces explications là, mais c'est tellement peu dirigé comme piste dans ce film que tu te dis ouais, en fait c'est peut-être juste toi Reski qui pense à ça, mais je pense pas, parce que il y a quand même clairement comme tu dis, c'est l'histoire d'un homme qui va peut-être perdre tout, sa dignité, son argent, etc. Et moi je pense qu'il y a clairement un rapport avec ce que tu dis, et même d'une manière générale tu parlais beaucoup de solitude, mais je crois que ce qui est intéressant dans le film c'est quand même des solitudes qui se rencontrent et l'humanité qui peut se dégager en fait de ces solitudes là. C'est un thème qu'a beaucoup travaillé Guy-Rodi. Et j'aimerais parler de la scène de fin de Voici venu le temps, où il y a quelque chose d'un peu équivalent avec ce qui se passe dans ce film, c'est-à-dire que tu vois deux personnages en fait qui parlent et qui marchent sur une colline, il y a une partouze tout autour en même temps, et normal quoi, on est chez Guy-Rodi, et il y a le personnage principal qui commence à se plaindre de sa vie, de tout ce qui s'est passé. Et la dernière phrase du film, c'est un personnage c'est l'autre personnage qui parle au héros et qui lui dit mais en fait tu parles toujours de tes problèmes, mais regarde autour de toi, t'es pas seul. Ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça qui traverse un peu le cinéma de Guy-Rodi, parce qu'aussi dans l'inconnu du lac, ce qui se passe, c'est tout le film se passe autour d'un lac qui est un lieu de rencontre homosexuelle. Et donc les gens viennent ici, passent leur temps à baiser, et finalement ils se rendent compte, il y a un très beau dialogue avec un des personnages qui lui dit mais en fait vous passez la journée à baiser ici, mais vous faites pas attention les uns aux autres. Et finalement, vous vous retrouvez bien seuls. Et c'est des types qui sont toujours ensemble, mais qui sont seuls. Et ici, on a presque l'inverse. C'est des types qui sont seuls, mais qui se retrouvent à être ensemble, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et même sur la rime, parce qu'il y a quelque chose de très beau dans l'inconnu du lac, c'est qu'il y a un plan qui revient tout le temps. C'est au début de chaque journée, il y a le héros qui arrive au parking qui mène à ce lac et qui gare sa voiture. Il y a toujours le même plan où tu vois le type se garer et les voitures changent d'endroit petit à petit et le type se gare. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, il y a une voiture qui a pas bougé depuis le début, toutes les autres voitures bougeaient, qui est la voiture de l'homme qui a disparu, qui finalement a été tué par un serial killer. Et personne s'est rendu compte que cette voiture, et même le spectateur ne s'est pas rendu compte qu'il y a une voiture qui restait toujours au même endroit. Parce qu'au final, il y a plus cette connexion avec l'autre, quoi. Personne ne fait attention, en fait, c'est ça. On en revient c'est ça. Ce que tu disais, en fait. Et ici, il fait un petit peu l'inverse, ouais. Et voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une lecture du film qui peut être faite comme ça, quoi. Ouais. Ben voilà. D'autres choses à rajouter sur la partie spoiler du film, sur l'histoire, sur quelque chose, je sais pas, ou sur le film en général. Qu'est-ce qu'on peut encore spoiler du film Je sais pas, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ouais, comme j'ai dit et comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites. J'ai pas l'impression d'avoir tout compris exactement dans le film, c'est-à-dire que même ce médecin, tu vois, cette manière qu'il a de soigner avec les plantes, j'ai pas toujours compris ce que ça faisait dans le film, même si j'ai trouvé ça assez drôle. Et mais malgré tout, je trouve que c'est un film assez fascinant, quoi. Voilà. De même, original, donc moi original ça me va. Ok, de toute façon, nous on va se revoir bientôt, peut-être même la semaine prochaine pour gros épisode blockbuster. On va parler un petit peu de tout ce qui a pu sortir pendant cet été et à quel point ça nous a déçus. Spoiler alerte. Spoiler alerte. Et voilà, bah du coup merci beaucoup, merci Arnaud, merci Yann. Et ciao, puis on se dit à la prochaine. Salut. Bisous.